Nous sommes en juillet 1996, sur les lieux du naufrage du Titanic. Une expédition scientifique sensationnelle se prépare à explorer les débris du paquebot. Ils se sont donné pour mission d'inspecter l'épave au niveau de la zone d'impact avec l'iceberg. Ils espèrent ainsi répondre à la question fondamentale qui entoure toujours le mystère de ce paquebot mythique, à savoir quels sont les dégâts causés par l'iceberg lors de la collision. Une fois que le Titanic est découvert et que nous commençons à organiser des expéditions, nous comprenons de mieux en mieux comment l'impossible s'est produit. Mais la tâche est d'une complexité diabolique. Car lorsque le Titanic a percuté le fond de l'océan à une vitesse de 45 km/h, la proue s'est enfoncée dans le sol sous une couche de sédiments de 10 mètres de profondeur. Quand le vent est arrivé, il s'est un peu enfiché dans le sédiment comme une flèche. Ça a poussé, jusqu'au moment où il y a eu une résistance suffisante pour que tout s'arrête. Donc la partie avant est enfichée dans le sédiment et en plus, il y a eu une espèce de montagne qui s'est créée devant. Cette montagne de sédiments rend impossible l'observation de la scène de crime, l'endroit où le Titanic est entré en collision avec l'iceberg, la proue du bateau. Mais les scientifiques espèrent bien gagner le pari fou de voir ce qui se trouve derrière. Pour y parvenir, ils comptent sur une toute nouvelle arme effroyablement redoutable, jamais utilisée dans ces conditions extrêmes. L'idée était d'utiliser donc un sondeur pénétrateur de sédiments qui permet de voir à travers le sédiment ce qu'il y a derrière. Mais pour mettre en pratique cet outil, il faut pouvoir descendre sur l'épave à 3800 mètres de profondeur. Et à l'époque, seuls 3 sous-marins dans le monde en sont capables, dont l'un est de fabrication française, le Nautil. Ce petit submersible, conçu par l'Ifremer, possède des capacités hors du commun. Le Français Paul-Henri Narjolet, l'un des plus grands spécialistes de l'épave du Titanic, dirige l'équipe à bord du Nautil. Le Nautil est un sous-marin qui a été construit évidemment pour la science et qui est un sous-marin qui se compose d'une sphère en titane qui fait 2 mètres de diamètre intérieur, ce qui est relativement important pour un sous-marin de ce type-là. Donc, sur cette sphère, il y a 3 hublots disposés en triangle, 2 en bas et 1 vers le haut. Il y a tout un tas de caméras pour enregistrer tout ce qu'on voit. Il y a des projecteurs, évidemment, pour voir, parce qu'évidemment, on est dans le noir complet, donc il faut forcément avoir des projecteurs. Mais malgré l'utilisation de ce sous-marin ultra performant, la mission reste délicate. À ces profondeurs, l'environnement est hostile et chaque minute compte. On ne peut pas y rester très longtemps. En général, une plongée en submersible commence le matin et dure environ 2 heures. Vous pouvez passer environ 6 heures au fond, puis vous remontez. Et il faut aussi quelques heures pour atteindre la surface. Accroché aux bras articulés du Nautil, le sondeur pénétrateur de sédiments procède à une radiographie très précise de la proue cachée derrière cette montagne. Le sous-marin s'arrêtait à une certaine distance, il montait, il descendait pendant un certain temps le sondeur, puis se déplaçait d'1 mètre ou 2, et il recommençait, etc. Et ça, de la partie avant, à peu près au niveau des ancres, jusqu'au moment où ça commençait à être découvert parce qu'il n'y avait plus de sédiments. Les premiers résultats sont époustouflants. Malgré cet amas de sédiments qui empêche de constater visuellement l'état de la coque, le sondeur témoigne de l'ampleur des dégâts à l'endroit où l'iceberg a heurté le Titanic. Et ce qu'il révèle va à l'encontre de tous les scénarios échafaudés jusqu'à présent. Pendant des années, nous n'avons donc pu que spéculer sur les dommages subis par la coque. Et en 1996, nous avons pu pour la première fois voir les dégâts qui avaient toujours été considérés comme une entaille de 100 mètres de long. La commission d'enquête avait dit qu'il y a une brèche qui fait 100 mètres de long et le bateau donc a coulé en 1h30. Ça colle pas. Si Paul-Henri Narjolet affirme cela, c'est parce que les résultats du sondeur sont sans appel. On s'est aperçu que finalement il y avait très probablement 6 brèches qui ne sont pas toutes au même niveau. C'est comme si l'iceberg avait griffé la coque du Titanic.
De manière générale, les dommages causés par l'iceberg sont assez faibles. La hauteur moyenne de chacune de ces brèches est d'à peine 2,5 cm, ce qui est loin d'être l'entaille que la presse populaire avait décrite. Le paquebot n'a donc pas été éventré par l'iceberg. Ce n'est pas l'acier qui a cédé. En totalité, ces 6 brèches forment un trou de la taille d'une porte d'entrée, ce qui n'est rien à l'échelle du Titanic. Ce n'est pas un énorme trou dans le flanc du navire. C'est une ouverture très étroite qui s'étend sur une longue distance. Et cette ouverture a été causée par la torsion des plaques. Pour faire simple, les plaques d'acier recouvrant la coque du Titanic ont été écartées par le choc avec l'iceberg. Ces brèches se situent aux endroits les plus fragiles du bateau, les jointures entre les plaques. Si la qualité de l'acier ne peut donc pas être remise en question, toutes les attentions se focalisent désormais sur les joints, les rivets. Nous pouvions voir des traces de trous de rivets vides qui indiquaient qu'il s'agissait d'une fine ouverture sur la longueur et non d'une rupture de plaque, comme nous le pensions depuis des années auparavant. Cette analyse permet d'affirmer que les rivets se sont brisés sous la force de l'impact. Ce constat pose de nouvelles questions. Étaient-ils suffisamment solides? Étaient-ils conçus pour résister à un tel impact? Et surtout, ont-ils été bien fixés? Pour le savoir, il faut de nouveau retourner en 1909 dans les chantiers Harland & Wolff de Belfast en Irlande du Nord. En 1909, le rivet est l'élément indispensable de la construction navale. Aussi petit soit-il, c'est lui qui assure en grande partie l'étanchéité du navire. L'édification du Titanic nécessite l'utilisation colossale de 3 millions de ces gros clous. À l'époque, dans la construction navale, comme pour les ponts ou d'autres structures, le rivet est le meilleur moyen de maintenir les plaques ensemble. Leur pose est un énorme challenge. Depuis toujours, ils sont posés manuellement par une équipe de riveteurs où chacun a un rôle bien déterminé. Les plaques sont pré-percées et assemblées sur place. Ensuite, un rivet brûlant est sorti du feu. Puis est directement injecté dans la structure en passant à travers le trou. Puis ensuite, 2 hommes martèlent alternativement le rivet pour former une deuxième tête qui, en refroidissant, se rétracte et maintient les plaques ensemble. Ces experts de la construction navale ont seulement quelques secondes pour poser chaque rivet afin que celui-ci soit totalement efficace. Un seul manquement, et c'est toute l'imperméabilité du paquebot qui est condamnée. Pour s'assurer que la vitesse d'exécution soit bien respectée, le chantier du Titanic bénéficie d'une invention avant-gardiste, le nec plus ultra de la technologie, la riveteuse hydraulique. L'innovation, c'est qu'on commence à utiliser de plus en plus régulièrement des machines pour rifter rapidement. C'est 12 fois plus rapide d'utiliser une machine que de le faire à la main. Si cette machine en forme de U est une formidable avancée technique, c'est principalement parce qu'elle possède un double avantage. Non seulement elle accélère considérablement la cadence de construction, mais elle permet aussi l'utilisation d'un rivet composé d'un matériau moins fragile que le fer forgé habituel, l'acier. Ils utilisent des rivets en acier plutôt qu'en fer forgé. Ils sont légèrement plus résistants et peuvent être posés plus rapidement. Cela permet d'accélérer la construction et de doter le navire d'une armature plus solide et plus robuste. Mais cet outil révolutionnaire présente son lot de contraintes. Tout d'abord, il est très compliqué de trouver assez d'ouvriers qualifiés pour utiliser ces nouvelles riveteuses hydrauliques. Ensuite, ces énormes machines sont difficilement manœuvrables dans les endroits les plus exigus du chantier. À la proue et à la poupe, donc aux extrémités du navire, c'est très étroit et il est difficile de déplacer ces grosses machines à travers le portique. Pour faciliter leur utilisation et ne pas ralentir la cadence de construction du Titanic, la White Star Line fait un choix aux conséquences insoupçonnées à ce moment-là. Une décision qui laisse penser que la catastrophe aurait pu être évitée. Ils décident d'utiliser 2 types de rivets différents. Au
centre du navire, la partie la plus fragile et la plus soumise aux effets de stress lors de la navigation, est assemblée à l'aide de robustes rivets en acier par la riveteuse hydraulique. Mais les plaques d'acier de la proue et la poupe sont fixées différemment. La proue et la poupe sont les zones qui ont été rivetées avec du fer, en partie parce qu'il s'agit d'espaces étroits et que le rivetage doit se faire à la main. Et les riveurs préfèrent travailler avec du fer, c'était plus rapide et aussi moins coûteux. Ce choix pose inévitablement une question. Les rivets de la proue du Titanic auraient-ils cédé lors de l'impact avec l'iceberg s'ils avaient été en acier et non en fer forgé? Pour répondre à cette question, il faut les analyser sur l'épave. Une mission rendue possible seulement 86 ans après le naufrage.